tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le book haul de janvier. J'ai tout devant moi, vous allez voir. J'ai pas du tout respecté mes résolutions et j'ai un peu craqué. Voilà, mais c'est ce qu'on aime en fait, on aime craquer. Je vois pas pourquoi on essaye de faire le contraire. Le premier ouvrage graphique reçu en SP cette année, c'est Seule la mort attend la vilaine de Swole et Yuan Gyeol chez Kotun. J'adore Seule la mort attend la vilaine, vraiment si vous cherchez un webtoon avec à la fois de l'action mais aussi de la romance et plein de choses. En fait elle est vraiment dans le fait de gagner des points avec les différents prétendants pour qu'ils l'aident à ne pas mourir. Globalement, c'est ça, j'aime trop. Et ils m'ont mis 2 marque-pages avec, c'est trop gentil, je les avais pas ceux-là. Ils m'envoient 2 marque-pages quasiment à chaque fois, je crois, donc trop contente. Je vais le relire parce que je l'ai déjà lu en ligne. Je suis même un peu plus loin que ça, genre vraiment largement plus loin. Mais j'ai très envie de me refaire tous les tomes et de vous en reparler version papier. Voilà. Ensuite, de la part de Deux Saxus, j'ai reçu en service presse God Killer d'Anna Kanner chez donc Deux Saxus, je vous l'ai dit. C'est un roman que j'ai bien aimé, que j'ai même très bien aimé. C'était une très bonne lecture. Je vous en parle déjà, il me semble, dans le dernier point lecture. Sinon, ça sera dans le prochain. Je vous en parle déjà sur Instagram, donc je vous invite à aller voir mon avis là-bas. J'ai franchement bien aimé, je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Ça change. C'est vraiment une fantasy sans Real Romantasy avec des personnages qui changent de d'habitude et ça fait plaisir, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir mon avis pour plus de détails. Ensuite, j'ai aussi reçu Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin, c'est chez Hachette, je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder vraiment, je l'ai mis dans ma pile à lire de février, voire mars, vraiment, si je suis en retard. On vous dit 2 rivales réunies pour laver l'honneur de leur famille, le don envoûtant de maîtriser les plantes et leurs arômes, une magie dangereuse qui doit rester secrète. Il est vraiment beau, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment très beau, avec les dorures et tout, je le trouve vraiment chouette. J'espère qu'il sera aussi bon qu'il est beau. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai aussi reçu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett chez Sabran, donc une branche de Deux Saxus. C'est ma lecture en cours, je vais pas vous le cacher, je suis en plein milieu du roman. J'aime beaucoup. Là encore ça change, c'est un peu, alors c'est pas du tout comme God Killer, mais ça change comme God Killer, comment vous dire. Dans God Killer, on avait vraiment des personnages principaux très inhabituels dans la dans le young adulte fantasy actuel. Actuellement, on a beaucoup de romantasy, etc. Là, ici, c'est pareil. On est avec un personnage principal, donc qui s'appelle Emily Wilde, qui se voit comme une exploratrice. C'est une scientifique et elle a cette froideur caractéristique aussi des explorateurs, des scientifiques, etc. Bref, elle voit tout avec analyse, avec raisonnement. Elle est très nulle, vraiment, elle est très nulle en relations sociales et on va la suivre alors qu'elle va dans une contrée enneigée et très froide à la recherche des recluses, un type de fée dont on n'a jamais prouvé l'existence en fait. Elle va se retrouver aussi avec son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee, que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'adore parce qu'il fait beaucoup d'humour et à côté d'Emily qui est très froide, lui il est très chaleureux. Enfin bref, il a beaucoup de qualités, beaucoup de défauts aussi comme tout le monde, mais je trouve que ces personnages diffèrent de d'habitude. Je ne sais pas s'il y aurait une romance entre les deux. Pour l'instant, en tout cas, au milieu, je ne peux pas dire que ça soit le cas. On est vraiment dans les recherches des fées, les malédictions, etc. C'est super chouette. C'est super chouette. Il y a des scènes un peu... Tu te dis, oh mon dieu, que s'est-il passé? Il y a des scènes un peu horrifiques. Ça dure 4 lignes. Mais... ça fait son petit bonhomme de chemin et c'est intéressant. Bref, pour l'instant, je vous le conseille, mais je suis à la moitié. Je vous en reparlerai une fois terminé. Et enfin, j'ai reçu le WIP, le Work in Progress de Les Mondes Perdus, donc de Lemo et Ocha, le crâne de Lubantum, je pense, chez Dupuis. Pourquoi c'est un WIP? Parce qu'il est en cours de colorisation, si vous voulez. On a toute l'histoire est faite, le scénario est fait, les dessins sont faits, le début est bien colorisé, vous voyez, mais la fin... on est sur une fin juste à coloriser en fait, c'est pour ça qu'il n'est pas encore terminé, voilà, mais en même temps tu m'étonnes, tu peux pas rendre, c'est comme quand tu envoies un manuscrit, tu peux pas rendre un produit totalement fini à chaque fois en mode je le fais peut-être pour rien quoi, c'est une évidence. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est la première fois que j'en reçois un d'ailleurs, le côté couleur et après tout ce qui reste à faire. Voilà, donc j'avais très hâte de le découvrir, ça va être chose faite là, mais j'attendais un petit peu, il m'a été envoyé super tôt, 15 mars.
Il sort le 15 mars, donc j'attendais un petit peu en fait, j'attends qu'on avance un peu d'un février et je pense que je vais bientôt recevoir la version définitive, donc autant que je le découvre, je vais le découvrir avant sa sortie si je le reçois pas en version définitive. Je sais pas pourquoi on m'a envoyé le WIP, le Work in Progress, j'en ai aucune idée, mais je trouve ça super cool de voir un peu comment ça passe. Après, comment ça se passe, pardon. Ouais, j'adore voir les dessous des maisons d'édition. Et là, j'ai l'impression d'être dedans, donc j'étais trop contente. On vous dit, alors attendez, au niveau du résumé, je vais prendre plutôt ça. Londres, début du XXe siècle, on est avec Amy, une jeune adolescente passionnée d'histoire et de sciences naturelles, qui réussit à convaincre son père adoptif, célèbre archéologue, de l'emmener sur une nouvelle mission au Honduras britannique. Lancée sur les traces d'un temple maya, elle va découvrir un pays et une culture fascinante. Aidée de Tikal, un jeune natif, elle va tenter de déjouer les plans d'une bande de trafiquants d'antiquités. C'est pas quelque chose de méga original, on va pas se le cacher. J'ai déjà des dessins animés en tête, j'ai d'autres histoires qui y ressemblent. J'ai hâte de voir en fait en quoi ça va se démarquer, tout simplement. L'idée en elle-même est bonne, mais pas novatrice. Moi j'ai hâte de voir à quel point ça va être mignon aussi, parce que quand vous regardez, les graphismes sont super chouettes. Donc j'ai hâte, on verra ça, on verra ça. Et ensuite, on passe à mes achats. Et si j'ai les mains comme ça sur les hanches, c'est parce que j'ai un peu abusé. Et par un peu, je veux dire beaucoup. En fait, je m'étais pas rendu compte qu'on était que en janvier quand j'ai acheté tout ça. Vraiment, je suis pas en train de me trouver des excuses ni de me justifier, car je suis très contente de les avoir dans ma palle ou de les avoir lus. D'ailleurs, il y en a que j'ai déjà lus. Mais c'était peut-être un peu trop par rapport aux résolutions que j'avais en début d'année. Vraiment, mon cerveau a tellement changé en un mois. Début d'année, je me dis ouais, je vais être raisonnable, je vais faire attention, nanani, nanana. Fin du mois, un mois après, bon franchement, J+31, le book haul. Voilà. J'ai acheté Untouchable Lady, le tome 1 de Kim Do-sik-young et Ming Sung chez K-Books. Je l'ai déjà lu, je sais plus si je l'ai chroniqué, mais en tout cas sur Instagram je l'ai chroniqué, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé, on est avec cette jeune femme, alors franchement... C'est la 7e fois qu'elle meurt, la 8e fois qu'elle ressuscite dans le passé. À un moment donné, pose-toi des questions, vraiment fais quelque chose. Et bien sa 8e vie, c'est la vie dans laquelle elle va faire quelque chose. Enfin, sérieux, franchement j'ai vu ça, j'étais là, mais... Pourquoi tu t'es pas réveillée avant? Bref, j'aime beaucoup parce que du coup, on la voit très timide, très naïve dans le passé. Et là, elle arrive méga cruelle et badass. J'adore les personnages féminins méga cruels et badass, donc j'ai hâte d'avoir la suite, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, je me suis laissée tenter par King of Scots de Leaf Stone, donc le tome 1, c'est l'autrice de un truc que j'ai pas encore lu. Witch and God, genre regardez, il est derrière moi, j'ai pas encore lu cette saga, j'ai le tome 1. Bah écoutez, je me suis dit pourquoi ne pas commencer avec la nouvelle, vraiment, pourquoi pas, c'était idiot, je sais. On vous dit, au sein d'une Écosse gouvernée par une monarchie soutenue par les clans et le parlement, le roi Aedan Stuart Ier est à un tournant de son règne. Confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier, Aedan cherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. C'est alors que Hayley, une jeune pâtissière ambitieuse, est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du Palais Royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elle partage même un passé commun avec le roi Aedan, qui fut son babysitter le temps d'un été sur Skye. Bref, je vais pas aller plus loin. Je pense qu'il n'y a pas besoin, on a eu 2 prénoms dans le résumé, on sait tous comment ça va se terminer. Voilà, c'est une romance quand même que j'avais envie de découvrir, c'est en Écosse. Moi ça me disait bien, j'aime bien l'Écosse. En avant. Ensuite, à la toute fin janvier, vraiment je suis pas dans l'ordre, j'ai acheté La fille du destin de Kika Azzopulo. Les émeutes de la nuit sur l'une, c'est chez La Martinière. Et en fait, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est justement les fils du destin. J'adore cette thématique. On vous dit, à Allante, la cohabitation est difficile entre les humains et les héritiers des dieux. Minoritaires, ces derniers sont traités en parias. Yo, descendante de l'une des déesses du destin, peine à joindre les deux bouts. Capable de déceler les fils de vie de chacun, elle utilise ses pouvoirs de mémoire pour mener des enquêtes sans envergure. Jusqu'au jour où sa vie bascule, Yo assiste à un meurtre perpétré par une femme au fil de vie coupé. Impossible, impensable. Oh, oh, oh. Franchement, ça me faisait trop envie. J'ai pas vu que des bons avis dessus, donc je vais arrêter de regarder les avis, déjà. Je veux plus regarder d'avis sur les livres que j'ai pas encore lus, ça faut que j'arrête. Enfin, que j'ai dans ma palle, en fait. Il faut que j'arrête. Du coup, moi, j'ai bien envie de le lire encore. Je vais le faire. Vraiment. Ensuite, après avoir autant aimé Belladonna, bien sûr que je me suis acheté Foxglove de Adaline Grace chez De Saxus. Il est splendide et j'ai tellement adoré Belladonna que je l'ai pas encore commencé tout de suite parce que j'ai pas envie d'attendre la suite. Voilà.
mais je sais que ça va être bien. Je sais, j'adore la couverture. Regardez, la jaquette comme ça, avec les deux yeux, dont un sur le dos, je trouve ça splendide. Chez Foxglove, je peux continuer l'histoire de Signa quand je veux. Et en même temps, j'ai pas envie tout de suite. Voilà, je sais que je l'ai. Ça, c'était le premier livre que j'ai acheté de l'année, je crois. C'est Le Grand Magasin des Rêves de Lee chez Piquet. C'est un roman traduit du coréen. Et on vous dit, il existe une ville où l'on ne peut se rendre que dans son sommeil. L'endroit le plus populaire de cette ville est le Grand Magasin des Rêves, qui semble un immense paquebot tout miroitant de lumière et haut de 4 étages où l'on propose et vend tous les rêves imaginables. Rêves d'enfance, de voyage, de nourriture délicieuse, mais aussi cauchemars, songes prémonitoires ou consolateurs. La jeune Penny commence son travail à la réception du rez-de-chaussée et c'est avec elle que nous allons découvrir l'univers chatoyant du Grand Magasin des Rêves. Moi personnellement je m'arrête là, ça me dit trop. J'ai pas encore pris le temps de foncer mais voilà, c'était le premier que j'ai acheté de l'année, je voulais vraiment lire. C'est le premier livre que je voulais lire de l'année et pourquoi je ne l'ai pas encore lu, c'est un mystère. Comme d'habitude. Ensuite, j'ai fait mon mouton, j'ai le premier en relié. Je voulais le deuxième en relié, mais je sais... Enfin, je vous dis, j'ai fait mon mouton parce que le premier, je l'ai pas encore lu. Mais franchement, tous ceux qui l'ont lu m'ont dit « Manon, tu vas trop l'adorer ». Sauf que Manon veut plus le lire, du coup, vu qu'elle va trop l'adorer et qu'elle a peur de pas l'adorer du tout. Bref, j'ai lu... non, j'ai pas lu. J'ai acheté... le lapsus. J'ai acheté La Maison au cœur exalté d'Olivia Wildenstein. C'est Le Royaume des Corbeaux, le tome 2 chez Corrigan. Il est très beau, il fera très beau dans la bibliothèque, mais j'espère qu'il sera aussi très bien. Voilà, on va pas se le cacher. J'ai même pas regardé comment c'était. C'est des corbeaux. Voilà, des corbeaux. Voilà. Hop. Ensuite, je l'ai fait presque intelligemment cette fois. Je vous dis presque intelligemment parce qu'en fait c'est pour finir la saga, vu que je l'ai commencé en janvier, j'ai lu Un sorcier noir et éternel. Du coup j'ai pris Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kammerer chez Rajo. Et je me suis aussi pris le tome 3, Un serment si noble et funeste, pour terminer la saga. Allez, on y croit, une saga terminée en 2023, peut-être à un moment donné, j'avoue j'ai pas encore lu le tome 2. Tout le monde me dit, enfin beaucoup m'ont dit, le tome 2 est mieux. Je vais voir, parce que à Cotard, on m'a toujours dit que le tome 2 était mieux et moi, je l'ai trouvé moins bien. Donc, j'attends de voir, vraiment. Ensuite, je me suis laissée tenter par un poche. C'est La rage des faées d'Alessa Thorne chez Milady, donc le baiser du prince de sang. Dans cette histoire, on vous dit, depuis plus de 1000 ans, les faées préparent leur retour en Angleterre pour y revendiquer la place qui leur revient de droit et exercer leur vengeance. Pour le prince Kian c'est le prénom du gars dans Dullahan. Voilà, c'était important de le dire parce que c'est un petit peu ça qui m'a retenu dans le résumé. Hors de question qu'une humaine infernale lui mette des bâtons dans les roues. Pourtant, sa nouvelle prise de guerre représente peut-être la clé de son salut. Seul le sang d'Élise peut briser la malédiction qui le détruit à petit feu, en échange de quoi il rendra sa liberté à la jeune femme. Moi, j'ai lu ça. J'ai imaginé sa prisonnière, mode La Belle et la Bête, une malédiction, et encore mode Belle et la Bête. Ça m'a un peu parlé, j'avoue, je pense que c'est vraiment ça qui me l'a fait acheter. Quand je relis le résumé, je me dis « Ah, c'est ça qui me plaisait en fait ». Alors qu'à l'occasion, c'est pas du tout comme dans La Belle et la Bête, hein. Je dis pas le contraire, mais je pense que c'est pour ça que je l'ai acheté, vraiment. Je n'ai pas d'autre explication, vraiment. Ensuite, vous l'avez vu, les copines m'ont imposé des lectures à lire cette année, je vais dire ce mois-ci, popopo, doucement, cette année. Du coup, j'ai fait une commande chez Édition Hurlevent et du coup, j'en ai pris 3, parce que quitte à commander... autant commander pour de vrai. Donc j'ai commandé Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka chez Édition Hurlevent. Celui-ci, celui qui me dit le plus, on dirait une petite réécriture de, pas petite, hein, en tout cas une réécriture, une grande réécriture si elle le veut, d'Anastasia. On vous dit qu'on est en 1911 et en 1917. En 1911, on vous parle de Saint-Pétersbourg et on suit Catherine, une jeune noble anglaise, lasse de sa vie à Buckingham Palace et de son mariage mal assorti, qui sera en Russie à l'occasion de l'anniversaire de la grande duchesse Olga Romanov. Moi j'entends Romanov. Tu vois, je me vois déjà dans une robe jaune en train de danser comme... voilà, bref. Anastasia, quoi. Et on vous dit, entre belle grandiose, opulence impériale et complicité familiale, elle découvre le quotidien à la cour du palais d'hiver. Et ensuite, on est en 1917. Et en fait, j'ai pas envie trop de savoir ce qu'il se passe. Parce que je veux le découvrir comme ça. L'intérieur est très joli. Et c'est Hurlevent, quoi. Tadam! Voilà, mais à la base j'ai pas commandé pour celui-ci. Et je dois avouer, j'ai pas non plus commandé pour celui-ci. C'est Les éclats de la fratrie au pic de Mélissa Restou, ou Restous, je n'en ai aucune idée. C'est celui peut-être qui me dit un peu, enfin le moins
dans les trois, j'avoue, parce qu'on est dans une sorte de saga familiale, j'ai l'impression, je sais pas si on est en double temporalité ou pas, en tout cas on vous dit qu'on commence en 1897 à Paris sur l'île de la Jatte. Marie et Charles Pic se préparent à accueillir leur troisième enfant. L'allégresse régit le quotidien de cette famille que rien ne saurait séparer, et ensuite en 1915, Marie Pic n'est plus et a emporté avec elle tout l'espoir d'un avenir radieux. Dans un pays en proie à la guerre, la fratrie se disperse et les destinées se troublent. En fait, on est dans une saga familiale, dans contexte de guerre, j'avoue que ça m'attire un peu moins, mais ça m'attire quand même. Mais c'est vrai que c'est peut-être celui que je vais pas lire tout de suite, tu vois, comme si j'allais tous les lire tout de suite, mais voilà, je suis honnête. Mais c'est le côté guerre, je pense. Vraiment, j'ai du mal à lire des livres sur la guerre en ce moment. C'est incroyable. Et du coup, j'avais commandé pour Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet, qui est une bricasse, franchement, Laura, elle abuse de ouf, qui est arrivé abîmé en plus, j'étais trop dégoûtée, je sais pas si vous verrez bien, mais il est arrivé... Non mais franchement, il est 700 pages. Mais Laura, elle veut ma mort. Bon, bref. Voilà, je pense que c'est sa façon de tricher. On est en 1793 à Paris, une jeune femme pieuse, un homme d'église tourmenté, un comte déterminé, une courtisane effrontée, un républicain vindicatif, tous se retrouvent liés et emportés dans le tumulte de la Révolution française. Franchement, j'attends juste de voir, elle m'a dit que c'était génial. Et elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit dans sa vidéo? C'était un truc genre, le soir, quand tu te plonges dedans, tu sais que les personnages ont forcément une pire vie que toi, et ça, c'est quand même rassurant. Je trouve ça plutôt cool. Je le lirai pas pendant des vacances, du coup. Ensuite, on a bientôt fini. J'ai aussi acheté Sedan Perfide, qui m'a d'ailleurs été imposé aussi par Émilie, de la bibliothèque d'Emilia. C'est de Emily Feed chez Rajo. Et ici, j'ai trop hâte de le lire. Franchement, il est super beau et j'ai vraiment hâte. Quand je l'ai acheté, je m'étais dit, oh, tu le lis bientôt. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, c'est comme d'habitude. On vous dit, Alessa et la Finestra, l'élu au don unique, celle qui sauvera l'île de Saverio d'un fléau démoniaque. Cependant, le pouvoir de la jeune femme est puissant et incontrôlable. Elle a déjà tué malgré elle 3 partenaires dont elle devait magnifier la magie. Alors que la méfiance de la population s'accroît à son égard, Alessa recrute Dante, un paria beau et mystérieux chargé de la protéger. Mais le garde du corps est irrésistible et le toucher d'Alessa, mortel. Ça promet de la romance. Et moi ça me va bien, j'aime bien cette thématique du toucher mortel. J'avais bien aimé les trônes maudits où le baiser était mortel, ça me plaisait bien aussi, donc écoutez, nous verrons bien. Et puis, derniers achats du mois, ce sont des webtoons. Je me suis fait plaisir, j'ai pris le tome 2, celui-ci je l'ai trouvé sur Vinted d'ailleurs, c'est An Hour of Romance de Kim Myung-mi chez K-Books. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même si on est dans un milieu d'entreprise que j'affectionne pas particulièrement en général. Là ici ça l'a fait, en gros ils échangent leur corps pendant 1 heure, dans la journée, sans savoir quand ça va arriver. Et je trouve ça très drôle parce qu'elle, elle est très perfectionniste, très froide, et lui il est très maladroit et très sociable. Donc forcément ça change d'un coup en 1 heure et je trouve ça très cool. Voilà, je trouve ça très cool, j'ai hâte de continuer parce que je l'ai pas encore lu. Et le dernier ouvrage de ce book haul, c'est Autrice de ma destinée de Frolic, Jogbal et Winterleaf chez Coda, donc c'est une collection d'Albin Michel. C'est le tome 1 et ici on vous dit, à la fin du roman à succès L'Empereur et la Sainte, Fiona Green, enfant illégitime devenue méchante magicienne, est vaincue par les héros. Tout est bien qui finit bien? Pas pour l'autrice du roman, cette dernière se retrouve dans le corps de Fiona enfant et doit se battre contre les monstres qui tentent d'envahir le royaume. Et moi en fait quand j'ai lu ça, ça m'a fait vriller. Je me suis dit, imagine ces auteurs sadiques qui se retrouvent à la place du personnage qu'ils tuent à la fin du roman de façon tout à fait sadique, de là à nous faire pleurer, et ils se retrouvent dans sa peau. Ça fait quoi? Tu vois, petite vengeance du lecteur qui a pas bien pris la mort de certains personnages, tu vois. Moi, je pense que ça peut être bien. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de l'avoir galéré, en tout cas. C'est terminé pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. Peut-être que je les sortirai un peu plus tôt de ma pile à lire. Peut-être pas. Vraiment, je m'engage pas, mais... peut-être. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.